Bonjour les amis. Je me fais une petite pause là, je suis tout seul au bureau, mais je dois encore venir. Euh, j'ai beaucoup de boulot en ce moment et je suis beaucoup, quand j'ai du temps là, je me suis beaucoup investi dans le fameux traitement du docteur Raoult. Le docteur Raoult, c'est qui? C'est un infectiologue français reconnu mondialement, l'un des meilleurs, qui a mis au point depuis quelque temps un traitement avec évidemment les virologues chinois sur la pandémie qui nous concerne. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une pandémie? D'où elle naît? Parce qu'il faudrait quand même un petit peu faire un petit focus là-dessus. Autant en profiter. Allez, je vous mets une explication, vous allez voir, vous allez être surpris. Professeur Didier Raoult, professeur Michel Drancourt, que sont les épidémies modernes et quelle en est la source? Alors, les épidémies modernes, contrairement à ce qui se dit, la plupart du temps, celles qui sont des pandémies, qui touchent l'ensemble du monde, contrairement à ce qu'il s'entend, qui se dit, sont des épidémies de microbes que nous connaissons déjà. Ce sont des clones au milieu de microbes que nous connaissons. Donc c'est des clones d'Escherichia coli, le colibacille, des infections urinaires, ce sont des clones de staphylocoque doré, ce sont des clones de streptocoque. Et cela, en réalité, la définition des espèces ne correspond pas à quelque chose de très précis. C'est aussi imprécis que de dire les mammifères. Donc, au milieu de cela, apparaît, dans certaines circonstances, des clones, et ces clones deviennent épidémiques et peuvent toucher le monde entier. Donc, c'est le cas, on a eu des clones d'Escherichia coli, colibacille, on a eu des clones de staphylocoque doré, on a eu des clones de Klebsiella, on a des clones d'entérocoque qui sont des clones de Clostridium difficile, qui sont les 5 bactéries qui ont été les plus dangereuses de ces 20 dernières années et qui sont des souches issues d'un monde que l'on croyait connaître et qu'on ne connaissait pas avant le XXIe siècle parce qu'on n'avait pas les moyens d'analyser ça de manière précise. Et donc, quelle est leur source? Donc la plupart peuvent être qualifiés du coup de zoonoses, qui est un terme qui désigne les infections qui sont contractées au contact des animaux. Il peut s'agir d'animaux domestiques, mais en l'occurrence beaucoup d'animaux d'élevage. Et les deux sources principales actuellement connues sont d'une part les volailles, dont Didier Raoult rappelait qu'il y a environ 1 milliard de poulets qui sont élevés seulement en France. Donc on se rend compte de l'importance de cette source animale de microbes éventuellement pathogènes pour l'homme. Une deuxième source qui est bien connue maintenant depuis plusieurs années, encore une fois sur des microbes que je qualifierais de banals, comme les staphylocoques, comme les Escherichia coli par exemple, sont les porcs, les élevages de porcs, qui concernent notamment, pas uniquement, mais en France certaines régions comme la Bretagne par exemple, et puis en Europe essentiellement, pas uniquement les pays d'Europe du Nord. Dans d'autres pays, le bétail peut continuer à constituer une source d'infection, y compris d'infection clonale, là aussi pour des maladies anciennes. Je prends un exemple que l'on travaille dans le laboratoire à l'IHU, qui est la tuberculose. Eh bien, il y a certaines tuberculoses humaines qui sont contractées au contact de bétail, lui-même porteur d'un microbe particulier, de la tuberculose, et c'est une forme par exemple qui reprend un petit peu de place, y compris en Europe, peut-être liée à l'évolution des modes de consommation, qui fait en sorte qu'on a tendance à considérer comme plus sains des produits non pasteurisés par exemple. Est-ce que la résistance des microbes dont vous avez parlé a quelque chose à voir avec les conditions d'élevage? On pense que oui, bien sûr, c'est-à-dire que les animaux d'élevage reçoivent beaucoup d'antibiotiques. Il y a en France, ça c'est un point positif, un plan de réduction assez drastique de l'usage de ces antibiotiques, en particulier ceux qui nous ont posé beaucoup de problèmes, qui sont les céphalosporines et les quinolones, qui maintenant ne sont presque plus utilisés dans l'élevage. Mais en France, il y a à peu près un antibiotique sur 3 qui est donné encore aux animaux d'une manière clair. Je ne parle pas de marché parallèle, mais aux États-Unis, c'est 4 sur 5 des antibiotiques qui sont donnés aux animaux d'élevage. Et donc, bien entendu, la pression de sélection pour la résistance se trouve là. Et on en trouve l'exemple dans lequel, pour les résistances aux antibiotiques,
on utilise relativement peu chez les humains les tétracyclines et les sulfamides qui sont très utilisés chez les animaux. Et c'est les antibiotiques pour lesquels on a les plus hauts niveaux de résistance, y compris chez les humains. Et ces grandes épidémies que l'on a eues de colibacilles ou de staphylocoques dorés résistants étaient issues des élevages animaux, étaient des zoonoses en réalité. Et donc, il y a des épidémies monstrueuses qui se passent en particulier chez les poules. Et on peut avoir jusqu'à 25% de toutes les infections urinaires d'un pays qui sont dues à un clone unique qui vient des poules. Et donc c'est la source majeure, c'est naturel, c'est les maladies de l'environnement, les maladies infectieuses, c'est l'environnement auquel on est confronté, et c'est si on exerce une pression de sélection des antibiotiques sur ces animaux, bien sûr, les bactéries deviennent résistantes, d'autant que le nombre d'animaux qui sont consommés en France est absolument considérable, au moins pour les volailles. Vous avez compris? Les antibiotiques donnés en masse aux animaux, 1 milliard de poulets en France. Vous comprenez pourquoi il y a plein de maladies que nos antibiotiques ne savent plus, hélas, combattre. Ceci dit, qu'est-ce qu'il a trouvé, Didier Raoult, avec les Chinois? Petit rappel, c'est important. Professeur Didier Raoult, pouvez-vous nous présenter l'étude que vous avez réalisée au sujet de l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans une perspective thérapeutique pour des patients atteints du coronavirus? Très bien, quand les Chinois ont rapporté qu'ils avaient d'abord une activité de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, puis rapporté des résultats préliminaires sur les traitements qu'ils ont mis en place en Chine, bien entendu, nous avons proposé de réfléchir et de passer à l'action sur le traitement des patients atteints de ce coronavirus. Il se trouve que l'hydroxychloroquine était un médicament que je connais très bien, puisqu'on a inventé le traitement des maladies infectieuses bactériennes intracellulaires avec l'hydroxychloroquine, en association avec la doxycycline, qui sont maintenant dans tous les ouvrages de référence et pour lesquels j'ai dû traiter 4000 malades. Donc je connais très bien ce médicament, j'en connais très bien les effets secondaires, et donc on a proposé rapidement de faire une prise en charge des patients étant infectés par ce coronavirus, par l'hydroxychloroquine, à la posologie que moi je connais, que je pratique depuis 25 ans, qui est de 600 mg par jour. L'hydroxychloroquine est un médicament extrêmement toléré, qui est donné parfois pendant 10-20 ans à des gens qui ont des maladies inflammatoires, et qui est un dérivé de la chloroquine, qui est un médicament qui a été utilisé depuis 60 ans dans le paludisme et que tout le monde a pris. Tous les gens qui ont au-dessus d'un certain âge ont pris quand ils sont allés dans les pays tropicaux. Donc c'est des médicaments extrêmement bien connus. Nous avons ajouté dans cette perspective, donc ce protocole a été approuvé sur le plan national, déposé officiellement, et l'idée était d'inclure 24 personnes traitées par hydroxychloroquine, avec le point que nous surveillons, qui est celui de la charge virale de ce virus dans les prélèvements respiratoires, qui est un mécanisme comparable à celui de la prise en charge du sida, par exemple, où on mesure la charge virale dans le sang, on traite, et on mesure la charge virale après, et on voit si le nombre de virus s'écroule. On sait que ça marche avant même que ça marche cliniquement, parce que quand il n'y a plus de virus, les gens sont plus malades. Voilà. Donc on a pris une démarche qui est une démarche du 21e siècle. On a fait ça, on teste les gens, on leur donne les médicaments, on regarde si ça diminue, et donc on s'était donné comme limite 6 jours pour savoir si au 6e jour, les gens n'avaient plus de virus après ce traitement, compte tenu du fait que le portage viral rapporté par les Chinois est en moyenne, maintenant on le sait, c'est un travail qui vient d'être publié, de 20 jours. Donc on prenait une marge très importante entre 6 jours et 20 jours. Par ailleurs, pour la prise en charge des gens qui sont malades, on sait depuis longtemps qu'il y a des surinfections bactériennes qui jouent un rôle dans la sévérité de la maladie. On sait que c'est de ça dont sont morts la plupart des gens qui ont souffert de la grippe espagnole. Et il y a un travail qui était très important, qui a été publié dans un journal qui s'appelle le JAMA, qui montre que l'azithromycine, dans les infections virales, chez l'enfant, améliore le pronostic, diminue la durée d'hospitalisation. Et donc, nous avons pris l'habitude, qui est notre habitude clinique, d'ajouter l'azithromycine chez les patients qui étaient malades, par ailleurs, à l'hydroxychloroquine. Et nous avons mesuré, comme ça, les charges virales. Nous avons eu la chance, entre guillemets, de pouvoir avoir eu un groupe témoin, d'une part avec des gens qui
refuser le traitement, et puis d'autre part surtout avec les gens qui étaient hospitalisés et infectés à Nice, qui ne prenaient pas de traitement, et chez qui on pouvait avoir la comparaison des positifs et négatifs au bout de 6 jours, pour les comparer à notre groupe, nous, de patients traités. Et donc au bout de 6 jours, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait une différence très significative entre les gens qui étaient traités et non traités, la présence ou pas de virus, et d'autre part, ce qui a été une relative surprise, je dis relative, j'expliquerai pourquoi, les gens qui avaient pris de l'hydroxychloroquine plus de l'azithromycine avaient une réaction qui était encore plus spectaculaire, puisqu'ils étaient pratiquement tous curés de la présence du virus au bout de 6 jours. Par ailleurs, alors c'est plus difficile à quantifier, mais il y avait une amélioration subjective des patients extrêmement rapidement, à 24 ou 48 heures. Donc, nous, notre première étape qui concluait qu'on voulait inclure 24 patients est passée. Donc, on va redemander un protocole pour l'évaluation maintenant des deux, hydroxychloroquine plus azithromycine, qui permettra de clarifier les choses, et en particulier de savoir qui il faut traiter, puisque est-ce qu'il faut traiter tous les gens positifs pour leur éviter d'être contagieux, c'est-à-dire, et c'est une question complexe, parce qu'on se rend compte que les gens qui sont dits asymptomatiques, très souvent en réalité ont des lésions pulmonaires que l'on peut observer au scanner low dose, qu'on pratique maintenant très très régulièrement. Et donc, on ne sait pas vraiment si les gens qui sont asymptomatiques sont malades ou pas. Donc, c'est une vraie question de savoir est-ce qu'il faut les traiter. La deuxième, c'est est-ce qu'on traite les gens pour éviter la diffusion du virus ou non, ce qui est, moi, l'option que j'aurais, parce que je pense que les maladies transmissibles, il faut traiter les gens qui sont les réservoirs de virus, si vous voulez, plutôt que de ne pas savoir et de laisser à la maison les gens sans savoir s'ils sont positifs ou non. Donc, ça rentre dans mon opinion, c'est que les maladies infectieuses, dans notre siècle, doivent être diagnostiquées et on doit les traiter en évaluant leur contagiosité liée à la charge virale, c'est-à-dire à l'importance du nombre de virus dans les prélèvements respiratoires. Donc c'est le point où nous en sommes maintenant. Et moi, je suis ravi, comme depuis le début, je communique là-dessus, qu'il y ait d'autres équipes qui se mettent à travailler dessus. Maintenant, je sais qu'à Oxford, il y a une équipe qui veut faire en Thaïlande une étude d'évaluation sur 10 000 personnes de la prophylaxie, des Américains qui sont en train de monter une très grosse étude en suivant notre protocole. En Espagne, 200 personnes vont être incluses dans un travail sur la chloroquine. Donc, de toute manière, les choses vont avancer. Moi, je souhaite que dans mon pays, les choses avancent aussi vite qu'ailleurs et que ces premiers résultats soient mis en place. La question qui est posée, qui est est-ce qu'il peut y avoir un danger à l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, c'est une question qu'il est légitime de poser. Nous, on a fait systématiquement un électrocardiogramme pour voir que ces deux médicaments n'interagissent pas pour donner des troubles du rythme. Ceci a été proposé d'une manière hypothétique, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'évidence de cas dans lequel cette association ait eu un effet défavorable, significatif par rapport au traitement seul par l'azithromycine, qui donne quelques problèmes, mais qui sont rarissimes. Concrètement, pour quelqu'un touché par le coronavirus, en quoi va consister ce traitement ? Nous, je vous ai dit, on a choisi de traiter les gens qui avaient ce coronavirus par l'hydroxychloroquine à des posologies qu'on maîtrise et qu'on connaît, qui sont de 600 mg par jour. On sait qu'avec ces posologies, au bout d'une semaine, au bout de 5 jours, on a des concentrations dans le sérum de 0,3 microgrammes par ml. Et on a utilisé l'azithromycine à la même dose qu'elle est utilisée par exemple pour la maladie légionnaire, avec 2 comprimés le premier jour et puis 1 comprimé le deuxième, le troisième et le quatrième jour. Et puis on arrête ultérieurement. Voilà. Alors je vous laisse dans les liens la chaîne de l'IHU Méditerranée, où le professeur Raoult est le directeur de le centre infection. Au début, vous allez voir, depuis quelques mois, tout ce qu'il a fait là-dessus, sur la chloroquine, les bâtons dans les roues qu'il a eus, par d'autres prétendant savoir alors qu'ils ne savaient rien, et finalement, pour arriver à la victoire,
Donc hier, je vous l'ai annoncé dans ma communauté YouTube un peu partout, nous avons eu le premier article de presse sérieux des Échos exclusifs, coronavirus, on sait guérir la maladie, affirme l'infectiologue Didier Raoult. Ça s'est répandu un petit peu comme une traînée de poudre. Voilà, coronavirus, feu vert du gouvernement pour étendre les essais prometteurs à la chloroquine. C'est parti en Belgique, coronavirus, une molécule vient en secours des patients hospitalisés. En Italie, je vous traduis, coronavirus, virologue français. Le médicament anti-malaria, donc anti-paludisme, peut le guérir, parce que la chloroquine est faite au départ pour lutter contre le paludisme. Je vous rappelle que les Chinois, quand ils ont eu à faire face à cette pandémie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir trouver un remède tout de suite, donc ils ont essayé, ils ont sélectionné 30 médicaments susceptibles de pouvoir guérir. Et effectivement, ça en fait partie avec l'association avec cet antibiotique pour les infections pulmonaires. Et donc c'est parti. Nous avons aussi l'annonce faite ce matin que Sanofi offre l'antipaludique Plaquenil pour traiter 300 000 malades après des essais jugés prometteurs. La Plaquenil, c'est hydroxychloroquine, dont Didier Raoult parle dans la vidéo précédente. Voilà. En ce moment, moi, je bosse parce que je suis sur le feu. Je suis dans le domaine des télécoms, je vous le rappelle. En plus, je suis assez spécialisé dans le télétravail, donc il y a tout le monde qui veut du télétravail. Donc j'ai mis moi, mes gars sont en télétravail. Mais là, effectivement, j'attends des livraisons, donc il faut que je sois là, parce qu'on attend du matériel. J'ai les hôpitaux que vous voyez passer à la télé, le CH de Colmar, Metz, tout ça, c'est mes clients. Donc je suis au four et au moulin. Mais comme je reçois tellement de messages, comme je vous l'ai dit hier, sur tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des gens qui sont maintenant, qui ont du temps, qui ont à la maison, quoi, et qui font des recherches qui n'en sont pas, et qui font tout et n'importe quoi. Donc il y a encore, ce matin, un abonné qui m'a envoyé un article, en me disant, Sylvano, qu'est-ce que t'en penses? Alors Loïc, voilà, je te réponds, je ne sais pas si je t'ai répondu par email ou pas. Il me montre ça, voilà. Un texte de loi qui dit que le directeur général de la santé a signé un décret le 13 janvier qui porte l'hydroxychloroquine dont on vient de parler sur la liste 2 des substances vénéneuses. Donc voilà, ceux qui ne font aucune recherche et les théoriciens du complot, les marchands de la peur, voilà, il y a un complot, on l'a mis sur la liste des substances vénéneuses. Alors qu'est-ce que c'est une substance vénéneuse? Je vais vous le dire. En France, ce sont des médicaments visés par l'article L5144.1 du Code de la santé publique. Les médicaments visés par cet article sont des médicaments qui contiennent des substances qui présentent une toxicité plus ou moins importante pour l'homme ou l'animal. C'est pourquoi leur utilisation est délicate. Les médicaments contenant des substances vénéneuses à dose non exonérée doivent être délivrés sur ordonnance. Tous les médicaments contenant des substances vénéneuses à dose non exonérée doivent porter la mention « Respecter les doses prescrites » en caractère noir sur fond rouge. Voilà ce que c'est une substance vénéneuse en médecine. Alors, je ne peux pas empêcher les fake news, je ne pourrais pas continuer à lutter contre toutes les fake news qui vont se déverser, là, comme là, la vidéo dont je vous ai expliqué hier, aussi bien sur Facebook que YouTube, sur le brevet du Covid-19. Il faut arrêter, quoi, il faut arrêter. Donc je ne pourrais pas répondre à tout ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Il est vrai que l'hydroxychloroquine, il faut la doser. Le Didier Raoult, ça dépend des personnes. C'est en milligrammes par kilo. Donc lui, il prescrit de ne pas dépasser les 600 milligrammes par personne. Donc évidemment, c'est des substances dangereuses parce que ça peut, notamment les diabétiques ne peuvent pas, hélas, en prendre. Donc déjà ça pose un problème. Donc voilà quoi, c'est juste ça, une substance vénéneuse.
Alors, il fait beau, hein, je vous montre une photo de mon extérieur, là, c'est magnifique, il y a un beau ciel bleu. Je peux pas en profiter, hélas, mais coupez-vous du net, coupez-vous de la télé, prenez un bon bouquin, regardez un bon film, faites une belle promenade. Compte, gardez cette vidéo sur vous, enregistrez-la sur votre smartphone, transmettez-la, partagez-la, parce qu'il y a quelque chose d'important, c'est que peut-être que tous les médecins ne connaissent pas ce protocole. Donc si vous connaissez des gens qui sont touchés, ou si vous-même vous êtes touché, demandez ce protocole. Parce que un peu partout, les gens essayent, d'autres médecins essayent d'autres substances, et certaines ne sont pas bonnes du tout. Voilà, je vous mets un article du professeur Girard dans la description. Portez-vous bien, moi je retourne au taf. Avec ce ciel bleu. Allez, bye bye, bisous.